Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les discussions des sénateurs autour du projet de loi Croissance, mieux connu sous le nom de loi Macron. Ce texte est examiné en deuxième lecture par le Sénat et cela depuis hier après-midi. Il a pour objectif, Emmanuel Macron l'a encore hier rappelé dans l'hémicycle, d'aller à l'encontre de ces verrous qui sont autant de freins pour l'efficacité de notre économie. Il s'agit d'une priorité pour le gouvernement, surtout en cette période de crise. Ce texte, vous le savez, a fait l'objet de discussions fleuves au Parlement, première lecture, que ce soit au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le gouvernement a préféré utiliser à 2 reprises l'article 49.3 qui lui permet de passer au-dessus du vote du Parlement, cela face à la possibilité que l'Assemblée nationale refuse d'adopter ce texte. Le Sénat est donc désormais la seule chambre qui peut apporter quelques modifications à ce texte. Rappelons d'ailleurs qu'en première lecture, le Sénat de droite ne s'en était pas privé, avait décidé d'aller plus loin pour libéraliser encore davantage l'économie. Tout de suite, je vous propose de rejoindre l'hémicycle pour l'article 2, article qui porte sur la libéralisation des transports, libéralisation notamment du secteur des autocars. Madame Annick Billon a demandé la parole pour le groupe UDI-UC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je tiens ici à rappeler les amendements que j'avais déposés en première lecture concernant l'expérimentation d'une ouverture à la concurrence. Mais je le souligne à nouveau, une concurrence encadrée sous forme de délégation de services publics. Depuis la commission Avenir des trains, équilibre des territoires, au sein de laquelle j'étais parlementaire en mission pendant 6 mois, a produit son rapport. Le rapport dit Duron a fait l'objet d'un débat au Sénat le 9 juin dernier. Mais nous sommes dans l'attente de la feuille de route du gouvernement auquel vous appartenez, Monsieur le Ministre. Pour ma part, je préconise une interaction des TET et des TER pour une meilleure efficience économique, d'une part, et une meilleure qualité à nos concitoyens, d'autre part. Vous le savez, les conventions entre les régions et la SNCF ont pour la plupart été prolongées d'1 an pour raison d'élections régionales. Or, l'article 1 quinquies anticipe le calendrier européen de quelques mois en avançant au 1er janvier 2019 la possibilité pour les régions autorités organisatrices d'attribuer tout ou partie de ces conventions à une entreprise ferroviaire titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du Code des transports. Si j'entends bien que la réponse sera complexe, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Le gouvernement accepterait-il, sur les lignes TET les plus menacées, de lancer un appel à manifestation d'intérêt et d'avancer la date d'expérimentation d'une concurrence encadrée pour les TER qui en complètent l'offre? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Nous avons maintenant dans la discussion de l'article 1er quinquies 2 amendements identiques. Le premier est présenté par Monsieur Desessard, c'est le 17. Oui, l'article 1 quinquies adopté au Sénat en première lecture, supprimé à l'Assemblée et réintroduit en commission spéciale, propose de mettre fin au monopole de SNCF Mobilité pour le transport ferroviaire régional. Le règlement européen sur les obligations de service public, règlement OSP, adapté en 2009, prévoit d'instaurer un cadre légal en matière d'octroi de compensation et ou de droits exclusifs pour les contrats de service public. En d'autres termes, il laisse la liberté de choix aux régions de choisir entre plusieurs options. Mise en régie, attribution directe du contrat ou appel d'offres, et il doit entrer en vigueur en 2019. L'article 1 quinquies n'apporte rien par rapport à ce règlement. Il se contente de redire presque exactement la même chose. Au-delà des inquiétudes de forme, cet article apporte une réponse discutable à la mise en concurrence du train par le car, tel que prévu par le présent projet de loi. En somme, les auteurs de cet article estiment que puisque le car est désormais libéralisé, il faut en faire de même pour le train. En faisant cela, vous condamnez d'avance les lignes qui ne seront pas rentables et vous acceptez que le train régional perde son rôle dans l'aménagement du territoire. Cet article nous semble injustifié, voire dangereux pour l'aménagement du territoire. C'est pourquoi nous proposons sa suppression. Je vous remercie. Monsieur Bolino, vous avez la parole. Monsieur Le Squarnec, pardon, pour le 77. Excusez-moi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les membres du groupe CRC sont opposés à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs, disposition qui avait été justement supprimée par l'Assemblée nationale.
Nous ne partageons pas l'idée que la concurrence permettra de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de service du transport ferroviaire et aidera à préserver son attractivité par rapport au transport routier. Comme il a été rappelé, cet article fait du règlement européen OSP, obligation de service public, une interprétation erronée, car aujourd'hui c'est l'État qui a une compétence décisionnelle, déléguée aux régions, certes, mais encadrée, ainsi par le biais de la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, et de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, loi SRU, le monopole du transport régional ferroviaire est attribué à la SNCF, ce que les régions ne peuvent remettre en cause, et cela est conforme au règlement OSP. À cet égard, le Parlement européen a repoussé l'échéance de mise en concurrence des lignes conventionnées de 2019 à 2022, comme cela a été souligné sur nos bancs déjà. De plus, les modalités d'ouverture à la concurrence ne sont pas définies et restent à négocier. En proposant une entrée en vigueur au 1er janvier 2019, vous continuez à démanteler le service public ferroviaire. Bien entendu, nous ne sous-estimons pas les difficultés rencontrées par les usagers sur de nombreux trajets. Toutefois, il nous semble évident que seul un investissement public fort permettrait de relever le défi des transports de demain. La finalité du système ferroviaire ne doit pas être la concurrence, ni même l'émergence de nouveaux opérateurs. Son objectif doit être de répondre aux besoins grandissants des usagers d'un transport de qualité, fiable, ponctuel et en toute sécurité, ainsi que de contribuer, par le rééquilibrage modal, à la nécessaire transition écologique et énergétique. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article. Merci. Quel est l'avis de la commission, Madame le rapporteur? Alors, Madame la Présidente, comme l'ont rappelé les deux personnes qui ont présenté ces amendements, le débat a largement eu lieu en première lecture, ici même dans l'hémicycle. Et donc, comme ce n'est pas la lecture qu'a choisie le Sénat, eh bien, l'avis est défavorable sur ces deux amendements. Monsieur le ministre, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. J'aurai un avis favorable sur ces deux amendements pour les raisons précédemment évoquées. Je voulais répondre à Madame la sénatrice pour indiquer ici que le rapport Duron, donc, auquel vous avez contribué, a été donc remis fin juin et propose des mesures ciblées, d'ailleurs plus ciblées qu'elles ne le sont dans le présent article, d'ouverture à la concurrence en particulier des lignes de nuit. Et mon collègue Alain Vidalis communiquera le 7 juillet sur les suites que le gouvernement compte donner donc à vos propositions, avec toujours cet équilibre entre les contraintes, en particulier économiques, de l'État AOT et les contraintes en termes de desserte du territoire. Mais c'est dans cet équilibre que des propositions concrètes seront faites sur la base du rapport qui a été remis fin juin. Bien, merci. Alors, pour explication de vote, j'ai d'abord Monsieur Raison qui a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je suivrai l'avis de notre rapporteur, de notre excellente rapporteure, parce que, d'abord, il y a deux sujets différents. La concurrence ferroviaire pure et ce qu'on peut appeler la concurrence routière par rapport au fer, c'est un autre sujet. Mais la SNCF est une entreprise. Et la SNCF est une excellente entreprise, avec des qualités incontestables par rapport à beaucoup d'autres pays. Son seul mal, sa seule souffrance, c'est d'avoir le monopole. Et c'est un service à rendre à la SNCF que d'ouvrir la concurrence. J'ai été, dans une vie antérieure, chargé des transports régionaux dans ma région. On avait d'excellentes relations avec la SNCF, mais qu'est-ce qu'on aurait pu rêver, pouvoir avoir un concurrent pour pouvoir stimuler la SNCF, pour pouvoir favoriser l'offre de services nouveaux, d'idées nouvelles, de combinaisons nouvelles. Et je dis que même le fret ferroviaire souffre de non-concurrence. Moi, j'ai vu des vrais frais ferroviaires sur de la longue distance avec des trains entiers abandonnés par la SNCF parce qu'il y avait des complexités à l'intérieur même de l'entreprise sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais la SNCF, pour survivre, pour s'améliorer, a besoin d'être stimulée, a besoin de concurrence et elle n'a rien à craindre, elle sera stimulée, elle a un bon savoir-faire, donc elle pourra facilement s'en sortir. Donc évidemment, je suis défavorable à cet amendement. Bien, Monsieur Hervé Maurey a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un petit peu dans le même esprit que ce qu'a dit Monsieur Raison, moi je
je ne voterai naturellement pas ces amendements qui ont été proposés et je me réjouis au contraire que la commission spéciale ait réintroduit dans le texte cette ouverture à la concurrence le 1er janvier 2019. Ça avait été supprimé à l'Assemblée nationale, arguant du fait que nous étions encore dans le cadre de la discussion du 4e paquet ferroviaire. Mais la réalité, c'est que les textes européens permettent déjà cette ouverture, qu'ils sont déjà prévus par les textes européens à effet du 3 décembre 2019. Et le fait d'anticiper cette ouverture, j'avais même pour ma part proposé en première lecture qu'on anticipe au 1er janvier 2018, le fait d'anticiper cette ouverture à la concurrence ne peut être que positive. On voit ce qui s'est passé en Allemagne avec l'ouverture à la concurrence. Loin de nuire aux ferroviaires et loin même de nuire à l'entreprise publique du ferroviaire, ça a tout à fait amélioré les choses. Et quand mon collègue explique que ce serait dangereux en matière d'aménagement du territoire, je crois que ce qui s'est passé en Allemagne montre l'inverse. Donc il y a besoin de cette concurrence pour le ferroviaire, et elle est d'autant plus nécessaire avec la concurrence des autocars qui vont venir. C'est d'autant plus nécessaire que le secteur ferroviaire soit ouvert à la concurrence. Donc je ne voterai pas ces amendements. Merci. Monsieur Alain Bertrand a la parole. Oui, moi je suis bien sûr de l'avis de Monsieur le ministre sur cet amendement. Mais il y a des choses extraordinaires. Le rapport du rôle, là, il est bien fait. Bon, il dit qu'il y a des fois, il faut fusionner transports express régionaux, les trains d'équilibre du territoire. Mais on s'aperçoit aussi que la SNCF, sur des lignes, par exemple, où on n'avait pas de fret bois, nous en Lozère, le Cévenol, quand ça a été ouvert à la concurrence, eh bien, les compagnies privées transportent des trains complets de bois. Par contre, cette semaine, avec la présidente du Conseil général, Sophie Pantin, nouvellement élue, c'est le seul Conseil général qui est passé de droite à gauche en Lozère, on a rencontré le directeur régional de la SNCF. Alors je le dis à mes amis aussi communistes, parce que je défends le train, bien sûr, parce qu'il y a des endroits où si on ne maintient pas ces trains d'équilibre du territoire, il n'y aura rien. Et ce gars, on l'a rencontré, alors je ne vous dis pas son nom, il est directeur régional de la SNCF, et on lui dit, mais le Cévenol, vous nous dites qu'il y a peu de clients. Mais il n'y a plus personne dans les gares, il n'est pas indiqué ni à Paris ni à Lyon, donc personne ne peut savoir qu'il existe. Il n'y a pas de contrôleur dans les trains, donc même quand il y a des passagers, on ne peut pas les comptabiliser. Ils ne payent pas. Et le gars, il nous a répondu, directeur régional de la SNCF, écoutez, je vais étudier pour que vous soyez affichés sur les bornes électroniques le Cévenol, donc c'est Clermont-Ferrand, Nîmes, Marseille. Mais vous savez, avec le système informatique qu'on a à Paris, la SNCF et tout, c'est même pas sûr que vous puissiez être affiché sur les bornes électroniques dans toute la France. Donc quand quelqu'un veut le prendre, aujourd'hui, ici, en France, en 2015, monsieur le ministre, eh bien, il ne peut même pas le prendre. Et il ne faut pas dire que les trains d'équilibre du territoire, monsieur Vidaliès regardera avec perspicacité, je suis sur ce cas, il ne faut pas dire que ça relève que de la SNCF, parce que l'État intervient quand même auprès de la SNCF pour injecter des finances sur cette partie train d'équilibre du territoire. Donc soyons vigilants, mais c'est sûr qu'on ne peut pas non plus maintenir les trains qui circulent à vide en permanence partout et à beaucoup d'endroits. Voilà. Monsieur Bertrand. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 17. Et Madame David, Madame Didier, je suis vraiment fatiguée. Oui, merci Madame la Présidente. Rapidement, pour dire que la comparaison avec l'Allemagne, mon cher Président de la Commission, ça vaut à condition qu'on dise que l'Allemagne, elle, n'a pas laissé la dette initiale à l'ADB. Hein, et donc, qu'on est parti tout de même dans des conditions un petit peu différentes. Quant au train évoqué par notre collègue, vous ne me ferez pas croire que les concurrents vont venir sur quelque chose de pas rentable. Alors votre système ne prend pas en compte l'ensemble des données. Hein, et donc, alors, parce que, effectivement, mais ça a renforcé l'ADB, parce qu'on a tout fait pour que l'opérateur principal reste maître chez lui, pour dire les choses,
en ouvrant effectivement la concurrence sur les TER. Le choix a été différent, dans un ordre différent, mais surtout, on n'a pas laissé la dette aux opérateurs historiques. Je pense que ça, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est ce qui plombe aujourd'hui la SNCF, que ce soit Mobilité ou RFF. Mobilité parce que du coup, on paye beaucoup plus cher les sillons, et RFF, évidemment, qui peut à peine investir aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut arrêter des comparaisons qui ne sont pas justes, qui ne sont pas raison, tout à fait. Et donc, pour revenir à la concurrence, vous savez très bien que la concurrence va se porter sur les lignes rentables et pas sur les autres. Et donc, on aura toujours ce problème d'aménagement du territoire là où il n'y a pas forcément rentabilité. Et notre collègue souligne un point, effectivement, un train qui n'est pas répertorié dans les listings a peu de chances d'être emprunté. Voilà, c'est un peu comme les bureaux de poste où on réduit le nombre d'heures. Évidemment, les gens n'y viennent moins parce que c'est moins pratique. Donc, on réduit encore les heures. On connaît le truc. Enfin, il y a une manière de tuer le service. Merci beaucoup, chers collègues. Je mets aux voix les amendements 17 et 77, avec avis défavorable de la Commission et favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix l'article 1er quinquies. Qui est pour? Il faut qu'on compte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, bon, qui est contre? L'article est adopté. Article 2, je crois que le rapporteur veut prendre la parole, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais prendre la parole rapidement parce qu'on a beaucoup échangé sur cette question du seuil glissant à 100 ou 200 km. Oui, Madame Brick. Donc, pour vous faire part de mon incompréhension face à la volonté, Monsieur le Ministre, que vous avez exprimée de rétablir coûte que coûte un seuil glissant de 100 km, alors que le Sénat l'a fixé à 200 km et qu'il s'agit bien d'un seuil glissant et non pas d'un seuil fixe. Nous avons simplement changé le chiffre 100 km et nous avons, mis un seuil glissant à 200 km. Je rappelle que c'est l'autorité de la concurrence qui a préconisé la fixation de ce seuil glissant, car nous parlons bien d'un seuil glissant, après avoir mesuré jusqu'à quelle distance la concurrence entre les modes ferroviaires et routiers est la plus forte. Il s'agit donc d'une mesure importante pour protéger les services ferroviaires largement subventionnés par l'État et par les régions. L'enjeu, vous le voyez, Monsieur le Ministre, est autant écologique qu'économique. Si vous choisissez de rétablir à nouveau le seuil de 100 km, comme l'a fait l'Assemblée nationale, vous ferez diminuer d'office d'au moins 50 millions d'euros par an les recettes commerciales des trains d'équilibre du territoire. Ce serait ainsi accélérer leur chute, alors que le rapport Duron vient d'en souligner toutes les difficultés. Et je ne parle pas des trains express régionaux. C'est donc une mesure importante qui, en même temps, et je voulais insister sur ce point, a un effet très limité sur la portée de la réforme. D'après l'étude d'impact, seuls 7% des trajets réalisés par autocar seront inférieurs à 200 km. Autant dire que la fixation du seuil à 100 km serait alors une mesure purement symbolique.
D'ailleurs, notre collègue à l'Assemblée nationale, Gilles Savary, rapporteur du volet mobilité, avait lui-même indiqué en première lecture que ce seuil pouvait être discuté. Je tiens à rappeler que de notre côté, nous nous sommes efforcés de nous rapprocher de la position de l'Assemblée nationale en acceptant l'ensemble de ces modifications sur cet article, hormis le seuil glissant, y compris puisque nous avons accepté de rétablir l'avis conforme de l'ARAFER. J'espère donc que ces éléments vous feront mieux comprendre la position du Sénat sur ce point et peut-être même pourrez-vous la prendre en considération. C'est l'un des atouts du bicamérisme que de pouvoir faire évoluer la position des uns et des autres. Merci Madame le rapporteur. Alors, premier amendement de sur l'article 2, Monsieur Bozino, numéro 79. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Nous estimons que la libéralisation totale du transport par autocar permettra aux grands groupes de transport, dont la SNCF d'ailleurs, avec sa filiale ID-Bus, d'ouvrir librement des lignes de transport collectif réguliers non urbains par autocar en concurrence avec des services existants, cela a été dit, et nous souhaitons le répéter, qu'il s'agisse des TER, des trains d'équilibre du territoire ou des TGV. Cela risque de réduire le service public de transport ferroviaire de voyageurs en supprimant des lignes, des dessertes, au mépris de l'aménagement du territoire, aggravant ainsi la situation des petites villes, des villes moyennes, de départements déjà fortement pénalisés par la fuite en avant dans la mise en concurrence des territoires. Alors vous nous dites, Monsieur le Ministre, vous l'avez répété tout à l'heure, que cela allait créer des dizaines de milliers d'emplois. Combien exactement, on ne sait toujours pas, et on ne sait toujours pas non plus d'ailleurs combien d'emplois seront supprimés dans le monde ferroviaire à la suite de ces créations de lignes d'autocars. Nous ne pensons pas, pour notre part, qu'il soit pertinent de faire entièrement confiance à un secteur privé animé évidemment par le seul moteur qu'est la recherche du profit pour justifier de sa capacité à répondre aux exigences d'un aménagement équilibré du territoire. Merci, chers collègues. Alors, quel est l'avis de la Commission? L'avis est défavorable. Nous avons déjà eu le débat en première lecture. Bien sûr. Monsieur le ministre, même avis. Je mets donc en voie l'amendement 79 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous avons maintenant 2 amendements identiques. Le 63, Madame Lienemann. Cet amendement vise moi personnellement, je suis défavorable à la libéralisation, mais à partir du moment où elle a lieu, il me paraît tout à fait essentiel que les transports par car soient prévus dans le cadre d'un service public avec des conventions qui sont organisées avec l'avis des régions et des départements concernés. Et donc, afin de s'assurer que la couverture de ces lignes ne soit pas dans une concurrence déloyale avec le transport ferroviaire, il est donc proposé l'ouverture dans le cadre de conventions de service public. C'est le but de mon amendement. On avait déjà eu ce débat en première lecture. J'avais fait état de la position du président de l'autorité ferroviaire qui nous expliquait, parce que Monsieur le ministre nous disait, bah oui, les autocars, il y a besoin parce que les lignes de train sont de plus en plus, il y a de moins en moins de passagers, etc. L'analyse a montré que si les lignes de train sont de moins en moins utilisées, c'est que les trains ne sont pas modernisés, c'est que les haltes sont mal organisées, que le confort et la sécurité sont insuffisants. Et donc, c'est ce que disait d'ailleurs le président de l'autorité ferroviaire, qui disait par ailleurs que si l'État ne modernise pas les TET, cela risque d'être assez mortifère pour le train. Et il expliquait qu'en effet, si on libéralise les cars et qu'on ne fait pas d'efforts dans le train, ça va tuer des lignes entières de TET. Entre-temps, le rapport Duron ne fait que confirmer ce diagnostic. Manifestement, on nous explique que l'investissement vers les TET n'est pas la priorité, que ça coûterait trop cher et qu'à partir de là, youpi, tranquille, on espère bien avoir la concurrence du car. J'ai jamais été hostile à ce que dans certains cas, il y ait des cars plutôt que des trains, même si je privilégie toujours le train. Mais dans tous les cas de figure, ça doit se faire dans un cadre de schéma de service public et de convention de service public pour qu'on n'ait pas une concurrence sur des secteurs rentables et que personne, sauf le service public, soit amené à payer les services non rentables. D'où ma proposition
réformiste d'avoir une convention de service public pour organiser ces lignes de car quand elles sont incontournables. Merci Madame Lienemann. Le 82, Madame Pruneau, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement s'inscrit bien dans l'intervention et dans le même esprit que ma collègue Évelyne Didier et Marie-Noëlle Lienemann. Je me suis déjà exprimée en première lecture sur ce point. Vous dérégularisez votre proposition, votre texte dérégularise le transport par autocar et visez à le développer considérablement au détriment du transport ferroviaire. Or, Monsieur le Ministre, vous l'avez mentionné en première lecture, la possibilité d'ouvrir une ligne d'autocar subventionnée, de recourir à une délégation de service public existe déjà. C'est un fait, principalement dans les zones rurales dont nous sommes ici plusieurs représentantes et représentants. Et cela marche bien, cela nous semble suffisant et conforme aux principes posés par la décentralisation et la responsabilité de l'État, garant de l'unité et de l'équilibre de notre territoire. Il n'est pas besoin, je ne vois pas l'utilité, à part faire plaisir à un marché, d'ouvrir à la concurrence. Dans la discussion générale de cet après-midi, Monsieur le Ministre, vous avez eu comme argument la création d'emplois. C'est un argument qu'on utilise aussi pour défendre d'autres business, mais moi je pense que cet argument ne tient plus. La SNCF, elle aussi, peut créer des emplois. Si vous voulez, il suffit pour cela de développer, de restaurer notre maillage ferroviaire, qui est exceptionnel ici en France, mais très souvent dégradé. On le voit, nous, dans les lignes transversales en province, il y aurait la possibilité, et ce serait une ouverture pour les usagers, de développer les lignes transversales. Parce que ce soit en Bretagne ou dans le Limousin, quand il faut aller d'un point A à un point B, je vous assure que ça reste toujours encore du parcours du combattant. Donc moi je pense que c'est cela que nous devrions développer, sur quoi nous devrions travailler. De plus, la mise en concurrence des lignes publiques par le privé ne se fera pas dans des conditions équitables. Le principe de péréquation entre les lignes ou sur une même ligne, entre les trajets, ne s'applique qu'au service public. Voilà. Merci. Quel est l'avis de la Commission ? La commission spéciale a donné donc 2 avis défavorables sur ces 2 amendements, qui sont des amendements qui remettent en cause la libéralisation des transports par autocar prévue au présent article. Monsieur le ministre. J'aurais un avis défavorable, mais je vais, ce faisant, répondre aux différents argumentaires qui ont été évoqués. Sur les créations d'emplois, ça reste quand même un argument fort. Je vous renvoie à l'analyse faite par France Stratégie, 22 000 créations d'emplois directes. Donc, je fais référence, puisque vous voulez une référence, j'ai toujours été prudent sur ces chiffrages, mais ils sont là. Puisqu'il y a un potentiel de création d'activité, je l'ai dit à plusieurs reprises, la simple comparaison des chiffres français avec les chiffres espagnols, allemands ou britanniques, pour prendre 3 pays voisins, le montre. On passe de 100 000 à plusieurs millions, entre 3 et 30 selon les pays que je viens de citer. Donc il y a un potentiel de développement, et qui n'est pas concurrent en totalité du rail, bien au contraire, qui est complémentaire du rail, à la fois parce que ce sont d'autres formes de modalités, parce qu'on organise de la multimodalité et de l'intermodalité. La deuxième chose que je voulais ici dire, c'est qu'il s'agit d'ouvrir et de simplifier la création de lignes de transport privées. Et c'est là, en effet, mon désaccord avec les 2 amendements qui viennent d'être présentés. Ce qu'on cherche, pour utiliser une métaphore déjà utilisée en première lecture, on cherche à ouvrir des restaurants. Et vous me répondez, formidable, il faut que ce soit possible d'ouvrir des cantines scolaires. Il est d'ores et déjà aujourd'hui, possible d'ouvrir du transport conventionné, ça n'est pas interdit. Il y a plein de départements qui le font, mais il ne faut pas que ce soit la seule possibilité. Ce qu'on dit, c'est qu'il doit être plus simple d'ouvrir des lignes privées en parallèle dans la limite des 100 km glissants. Et donc, là-dessus, il ne faut pas revenir en deçà du droit existant. Ce qu'on cherche à faire, c'est pouvoir
justement donner la possibilité à l'initiative privée de se développer parce qu'on pense qu'elle existe. Alors après, il y aura des lignes qui sont rentables, des lignes non rentables. Les lignes non rentables, rien n'empêche une collectivité locale de les subventionner, ce que font déjà des collectivités. Mais le schéma que vous défendez, ce serait celui qui consiste à dire on a des lignes aujourd'hui non rentables qu'on va subventionner, cela existe, et il y a des départements, encore une fois, qui l'ont généralisé et qui ont un budget et une ambition très forte dans la matière. Et il ne s'agit absolument pas de le remettre en compte, puisque par définition, les lignes conventionnées d'autocars qui existent, elles ne seront pas concurrencées par des partenaires privés, puisqu'elles ne sont pas rentables. Par contre, vous voulez interdire par ailleurs que d'autres formes de mobilité qui peuvent faire l'objet d'une rentabilité privée s'ouvrent. Et là, je ne partage pas votre philosophie. Pour aller au-delà, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas, parce que ça ne va en rien remettre en cause ce qui existe aujourd'hui. Sauf à considérer qu'on irait subventionner des lignes qui pourraient exister sans subvention. Et dans ces cas-là, je peux vous dire que si le service rendu est aussi bon, ce sera un gain pour l'ensemble de nos concitoyens. Enfin, pour ce qui est des 100 km glissants contre les 200, Madame la rapporteure, nous ne purgerons pas nos désaccords, je le crains sur ce sujet. Mais là aussi, je veux que cette réforme marche. Si vous faites les 200 km fixes, en quelque sorte, les 200 km glissants ou fixes, vous ne couvrirez pas. Non, mais a fortiori s'ils sont glissants, puisque le 100 km glissant couvre une distance qui est supérieure au 100 km fixe, qui est notre position. Si vous allez vers le 200 km glissant, vous êtes plus contraignant que le 200 km fixe encore. Vous n'ouvrirez de manière libre qu'entre les capitales régionales. Et vous ne permettrez pas d'ouvrir un transport par autocar de manière libre entre des villes moyennes, ce qui est regrettable. Et donc, en l'espèce, je pense que vous reniez l'efficacité de la réforme, ce qui est dommage. Quand je compare là aussi ce qui existe en matière européenne, eh bien, l'Allemagne a comme critère 1 heure de transport, ce qui équivaut à peu près aux 100 km glissants que nous avons retenus. Je pense que c'est un élément de comparaison qui devrait être de nature à vous rassurer. Donc en la matière, je tiendrai bon en effet sur les 100 km glissants parce que c'est une position qui est déjà plus ouverte que les 100 km fixes qui étaient initialement retenus. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, j'ai des explications de vote. Madame Cohen, tout d'abord. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je pense que quand même, quand on échange comme ça des arguments, il faut être bien clair sur les arguments qu'on échange. Je suis extrêmement dubitative par les chiffres qui ont été avancés par Monsieur le Ministre. 22 000 créations d'emplois, donc par le fait de création de lignes d'autocars. Je trouve ça assez curieux. Je me demande combien il va y avoir de lignes d'autocars qui vont être ainsi ouvertes, combien il va y avoir de chauffeurs. Ça me semble quand même des chiffres un peu fantaisistes. D'autant que quand on veut créer effectivement des lignes d'autocars qui, en fait, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, vont prendre la place de lignes qui sont aujourd'hui assurées par les trains, eh bien, on va être amené à fermer des lignes de chemin de fer et donc à supprimer des emplois. En plus, je suis très en désaccord avec les comparaisons qui ont été faites à nouveau par Monsieur le Ministre. Il nous dit d'un côté, vous nous parlez, je reprends ses propos et j'espère que je ne les caricature pas, nous voulons construire des restaurants et vous nous parlez de cantines scolaires. Alors je voudrais avoir des explications. Le service public, ce sont des cantines scolaires, donc quelque chose qui visiblement paraît un peu péjoratif dans la bouche de Monsieur le Ministre, et les restaurants, ce serait le nec plus ultra, c'est-à-dire les services d'autocar. Vous permettrez que je sois très en désaccord avec ça. Et d'autant plus en désaccord qu'il me semble qu'on est en train de préparer la COP 21, c'est-à-dire de défendre une planète avec un environnement beaucoup plus sain. Alors j'aimerais qu'on me fasse la démonstration qu'un car serait moins polluant que le train. Et quand on met dans un car 300 personnes, on met combien dans un train 300 personnes, pardon, et on doit mettre en place combien de cars. Et puis enfin, il ne faut pas caricaturer nos propos. Nous ne sommes pas pour l'interdiction d'autocars. Il y a effectivement des endroits qui ne sont praticables que par les autocars. Mais là, on n'est pas sur ce débat-là. Donc voilà ce que je voulais souligner. Et on est donc complètement en désaccord avec les propos
propos tenus par Monsieur le ministre. Merci Madame Cohen. Madame Lienemann, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous dites que vous ne comprenez pas notre raisonnement. Mais moi, je comprends trop bien le vôtre. C'est un vieux débat sur la place des services publics dans notre pays. Depuis Léon Blum expliquait que la différence, parce qu'il y avait déjà ces débats, il fallait tout déréguler, quand en 1936, il y a une série de services publics qui sont nés. Depuis cette période-là, on nous explique que justement, il faut laisser l'initiative privée, et puis que l'initiative publique, eh ben, elle doit s'occuper de ce qui n'est pas rentable. En tout cas, celle qui doit le porter. Vous le dites vous-même, s'il y a des lignes pas rentables, que les départements payent. Je rappelle que d'ailleurs, les lignes que vous ouvrez à la concurrence ne sont pas ni départementales, ni toujours régionales, elles peuvent être nationales. Le principe du service public, c'est l'intégration dans une même structure de ce qui est rentable et de ce qui ne l'est pas. Et qu'à partir de ce moment-là, soit il y a convention de service public, ça veut dire que s'il y a des lignes rentables, elles participent à leur part au financement des lignes non rentables. Quand j'ai choisi le train ou le car, pour ma part, je privilégie toujours le train. Mais à supposer que vous pensez qu'il faut prendre le car, eh ben, le principe, c'est qu'il y a convention de service public pour que les lignes qui sont mises à concurrence contribuent financièrement aux lignes déficitaires. C'est ne pas privatiser les bénéfices pour socialiser les pertes. Et je comprends trop bien ce que vous nous proposez aujourd'hui, qui est l'inverse. Merci Madame Lienemann. Monsieur Laménie, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est vrai que, en respectant, je dirais, votre explication, Monsieur le Ministre, tout en la respectant, mais c'est vrai, moi, honnêtement, je ne suis pas non plus convaincu, du tout. Bon, on n'est pas contre les autocars là où il n'y a pas de voie ferrée, bon, d'accord, complètement d'accord, mais par contre, quand on voit et on a de multiples exemples de lignes fermées ferroviaires remplacées. Alors on appelle ça substitution routière. C'est un mot qui existe historiquement, substitution routière. Depuis des années, et ces dernières années, on en voit encore. Je vais prendre un exemple que connaît notre collègue Evelyne Didier. En plus, c'est pas dans mon département, même si c'est pas loin. C'est pas dans les Ardennes, mais c'est dans la Marne et la Meuse. La voie ferrée, la ligne Châlons en Champagne-Verdun. Donc, au mois de décembre, ça s'est fait en catimini pratiquement. Il y avait 3 allers-retours autorail à peu près. C'est certes pas beaucoup de monde, mais avec des horaires pas adaptés ni rien. Et on roulait à 90 km/h et la voie, honnêtement, elle était acceptable. Après, on a dit, la SNCF a dit, il y a beaucoup trop de travaux, ça coûte trop cher. Il y a tant de millions d'euros de travaux à faire. Donc, on effraie les élus. Et après, naturellement, on dit, on va mettre, on remplace par des bus. Alors là, le temps de parcours est complètement allongé. Sur un exemple, parce que dès qu'on met un bus à la place d'un autorail, allez, là, c'est 40 minutes de plus. Alors, on ne peut pas parler de progrès. Donc là-dessus, je crois qu'à un moment donné, il faut se poser quand même les bonnes questions. Puis il y a quand même la notion de sécurité. On est quand même plus sûr dans un train que dans un bus. Il faut aussi quand même dire la notion à la fois de développement durable, la notion de sécurité. Bon, je crois qu'il faut quand même être convaincu. Donc là aussi, je soutiendrai ces amendements. Voilà. Chers collègues, Monsieur Émorine a la parole. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voulais intervenir à cet instant parce que j'ai présidé une commission qui s'appelait l'économie, le développement durable et l'aménagement du territoire. Je voudrais vous rappeler quelques chiffres quand même. Le réseau ferroviaire en France, c'est 29 000 km. Et vous avez 90% des trains qui circulent sur 50% du réseau. Donc le débat que nous avons aujourd'hui est un débat assez important, puisqu'on parle du transfert sur la voie routière par les autocars. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut être réaliste, même si je peux partager quelques analyses de Mme Lienemann sur le service public. Il faut savoir à quel coût il est ce service public. Et à partir du moment où on apporte une meilleure réponse avec des autocars, je ne vois pas pourquoi nous y serions opposés. Je voudrais répondre sur la COP21. Vous savez, il n'est pas certain qu'un bus pollue davantage que l'entretien d'une voie ferroviaire où il passe un train tous les jours au niveau de l'impact environnemental. Je crois qu'il faut y réfléchir à ça, mes chers collègues. Alors, sur les 100 km glissants, que ma collègue n'y voit pas
une malice de ma part, mais je partagerai plutôt l'analyse de M. le ministre, parce que comme ils sont glissants, ils peuvent aller à 150, 200, soyez très prudents, parce que s'ils sont glissants, les 200, vous allez supprimer des trains automatiquement. Bien. Alors, je vais mettre aux voix les amendements identiques 63 et 82 qui ont reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Alors, 2 amendements maintenant qui font l'objet d'une discussion commune. Le 80, Monsieur Bozino. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, on est toujours sur le même thème et une nouvelle fois, nous voulons exprimer notre point de vue sur la généralisation du transport privé de voyageurs par autocar. L'amendement que nous défendons ici entend faire en sorte que ce développement soit au moins maîtrisé et ne se fasse pas au détriment du transport ferroviaire. Ainsi, nous proposons de rendre plus claire la rédaction actuelle du texte pour permettre aux autorités organisatrices de transport d'interdire ou de limiter les services qui porteraient atteinte à l'intérêt général et à la cohérence politique. Parce que dans le service public, il y a aussi la question de l'égalité de traitement sur le territoire. C'est en effet une question, à notre sens, très politique à laquelle nous devons faire face. Ces entreprises privées de transport, par essence, n'ont pas le souci du service public, de l'enjeu écologique ou de l'égalité territoriale, ni même la cohésion intermodale. Leur seul moteur est bien la recherche de profit, ce qu'on peut comprendre pour une entreprise privée. Le présent amendement vise donc à rappeler que ces enjeux majeurs, ces questions d'équilibre économique et territorial, de prise en compte de l'environnement et de préservation d'un réel droit à la mobilité par un service public efficient ne peuvent se passer d'un contrôle et d'une régulation par les autorités administratives compétentes. Nous pensons donc que les AOT doivent avoir de véritables marges de manœuvre pour réguler, voire interdire, certains services privés lorsque ceux-ci mettent en cause les principes que je viens de développer. Merci. Merci. Qui présente le 81? Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. C'est dans la continuité de ce que vient de dire Monsieur Jean-Pierre Bozino et cet amendement a déjà été débattu ici même et adopté par le Sénat en première lecture et nous vous proposons que l'avis donné par l'ARAF ne soit qu'un avis simple puisque, comme vient de le rappeler Jean-Pierre Bozino, nous souhaitons que les AOT gardent la maîtrise du développement de l'offre de transport, qu'elle soit par autocar, car sinon cela risquerait de bouleverser les équilibres économiques du service ferroviaire, mais aussi les transports organisés par ces mêmes AOT. De plus, et il me semble là, mes chers collègues, que vous devriez être sensibles, il ne nous semble pas pertinent, voire peu démocratique, d'imposer la décision d'une autorité administrative indépendante aux autorités élues sur des questions aussi essentielles que les transports. Dans une assemblée comme la nôtre où nous sommes soucieux de l'aménagement de notre territoire, il me semble que la disparition des services publics serait très lourde de conséquences et provoquerait un fort sentiment d'abandon, de relégation spatiale et sociale. C'est là le sens de cet amendement que je vous propose d'adopter. Madame le rapporteur, votre avis? Alors, mes chers collègues, effectivement, nous avions supprimé en première lecture l'avis conforme de l'ARAFER parce que nous considérions que les collectivités territoriales étaient capables d'assumer, in fine, la responsabilité d'interdire ou de limiter un service à partir du moment où, bien sûr, il respectait le cadre fixé par la loi et qu'il s'appuyait sur l'avis simple de l'ARAFER. Alors, il semble qu'à l'Assemblée nationale, en tout cas en commission spéciale, bon nombre de nos collègues ont émis des réserves sur cette mesure, craignant que l'ouverture de lignes entières puisse être bloquée par la seule décision d'une collectivité territoriale, des craintes qui me semblent toujours infondées, mais la commission spéciale, à la nouvelle lecture ici au Sénat,
a voulu s'inscrire dans une démarche qui soit plus constructive à l'égard de ce qui a été fait en commission spéciale à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle elle a donc laissé l'avis conforme de l'ARAFER et que, bien évidemment, par contre, elle est revenue sur le seuil glissant des 200 km. S'agissant de l'amendement 80, il élargit en plus considérablement la possibilité d'interdiction ou de limitation d'un service. Cela revient à vider la réforme de sa substance et donc l'avis est également défavorable sur ces deux amendements. Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements. Tout d'abord, le 80, avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 81? Je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 2 est adopté. Nous passons à l'article 3 avec un amendement numéro 83. Monsieur Le Squarnec. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 3, complétant l'article 2, prévoit l'ouverture de lignes de transport collectif réguliers non urbains par autocar. Cette évolution est de nature à menacer la pérennité du transport ferroviaire déjà fragilisé par la concurrence de l'avion à bas coût, de l'autocar à moteur et du covoiturage. L'étude d'impact du projet de loi reste ainsi silencieuse quant au chiffrage des conséquences sur le secteur ferroviaire. Ainsi, la dissymétrie économique et régulatoire dont le transport par autocar bénéficie au détriment du transport ferroviaire risque de créer les conditions d'une concurrence déloyale. Ce risque se trouve aggravé par les dispositions destinées à éviter la discrimination entre transporteurs résidents et non-résidents européens et qui peuvent conduire à l'emploi de travailleurs détachés. De plus, on rappellera pour mémoire que le droit fiscal français est ainsi fait qu'il n'empêche nullement une entreprise de proposer un service à bas coût et quasiment sans la moindre marge opérationnelle dès lors qu'il s'agit d'abattre la concurrence. On peut même très bien concevoir que certains opérateurs de transport accepteront, dans un premier temps, des pertes en capital résolues par de nouveaux apports, produits de stratégies commerciales agressives destinées à prendre place sur le marché. C'est le sens de notre amendement de suppression. Je vous remercie. Je vous remercie. Avis de la commission. Avis défavorable, Madame la Présidente. Même avis. Alors, je mets aux voix l'amendement 83, pardon. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 84, Madame Cohen. Oui, le 84 est donc un amendement de repli. Nous avons vu que l'article 3 fixe les conditions de réalisation des opérations de cabotage routier et nous sommes donc en présence d'autre chose qu'un simple article de coordination et de mise en cohérence des dispositions prévues par les articles 1 et 2 du présent projet de loi, comme vient de le souligner Michel Le Squarnec. En réalité, l'article 3 entend modifier la donne puisque la faculté d'autoriser le cabotage devient une simple autorisation. Ensuite, les dessertes régulières ne sont plus d'intérêt national, mais simplement fondées sur les principes dont nous avons vu la teneur lors de la discussion de l'article 2. Nous sommes donc dans une forme de banalisation du cabotage, ce qui ne peut qu'exacerber la concurrence. De plus, les modalités d'application des règles en matière de transport ainsi internationalisées vont être fixées par promulgation d'un décret en Conseil d'État prévu par le texte du projet de loi et non par application du 3e alinéa de l'article L. 3421-2 actuel. Mais aujourd'hui, la question demeure. Quel droit viendra à s'appliquer? Le droit social belge, allemand, espagnol, italien ou tout autre droit? Cet article 3, c'est l'acceptation de la loi du plus fort qui viendra vite à s'appliquer sur l'ensemble du marché des autocars. La libéralisation du transport par autocar, c'est en fait pour nous une piètre réponse que l'on vient de trouver aux problèmes d'inégalité devant la mobilité et le transport qui peuvent effectivement exister dans notre pays, mais je crois que nous avons eu l'occasion de développer des arguments qui allaient donc à l'encontre de cette conception, donc je ne serai pas plus longue. Nous ne pouvons donc que vous inviter à voter notre amendement qui vise à supprimer les alinéas 8 à 10. Voilà. Merci, Madame Cohen.
Madame le rapporteur, l'avis de la commission. Alors, je serai très courte. Le débat a eu lieu en première lecture et l'avis est défavorable. Monsieur le ministre également. Je vais mettre aux voix l'amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 3 est adopté. Article 8, amendement 88. Madame Pruneau. Merci Madame la Présidente. L'article 8, tel qu'il a été amendé par la droite de la même manière qu'en première lecture, suscite notre opposition, bien sûr. En effet, l'objectif du texte voté par le Sénat est d'élargir la possibilité pour les VTC de stationner aux abords des gares et aérogares sans obligation de retour à la base. En conséquence, les VTC pourront stationner aux abords des gares et aérogares pour une durée définie par décret et lorsqu'ils auront une réservation préalable. Nous ne pouvons soutenir cette proposition qui organise pour nous une concurrence déloyale. La situation est aujourd'hui, vous le savez tous, chers collègues, extrêmement tendue et les taxis, à juste titre, craignent de ne plus pouvoir exercer leur métier dans des conditions économiquement viables ou acceptables, disons. Nous en avons eu, surtout ici en région parisienne, la démonstration lors de la grève, des grèves et de la manifestation du jeudi 25 juin, manifestations qui ont également eu lieu en province. Il faut rappeler que l'origine des difficultés actuelles vient, et il faut rappeler, et pour être juste, que l'origine des difficultés actuelles vient de la LME adoptée en 2009 sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui a démantelé la plupart des secteurs ou services au nom de la concurrence libre et non faussée. Cette loi a permis l'organisation de cette concurrence frontale qui a largement pénalisé les taxis et qui a cristallisé des conflits importants. Or, maintenant, l'une des dispositions dans ce projet de loi est la désaffiliation de ces locataires gérants de VTC du régime général de la sécurité sociale. Comme dans d'autres secteurs, le statut d'auto-entrepreneur des chauffeurs de VTC permet aux grandes entreprises qui utilisent ce type de transport de s'exempter complètement de leur responsabilité d'employeur et précarise encore un peu plus ces travailleurs, réduisant d'autant plus les recettes de la sécurité sociale. Donc pour toutes ces raisons, chers collègues, nous demandons la suppression de cet amendement. Quel est l'avis de la commission? Alors, il s'agit d'un amendement de suppression de l'article. La commission a donné un avis défavorable puisque l'article 8, tel qu'il ressort des travaux de la commission spéciale, apporte un certain nombre de coordinations rédactionnelles utiles. Merci. Même avis, monsieur le ministre. Donc, 2 avis défavorables. Je mets aux voix l'amendement 88. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 89, Madame Didier. Merci Madame la Présidente. Cet amendement de repli, déjà déposé en première lecture, concerne très directement l'activité de la société Uber avec son service UberPop. Vous nous avez dit en première lecture que l'adoption de cet amendement ne changerait rien. Mais dans ce cas, pourquoi se priver d'un signe envoyé à cette société pour lui montrer que les parlementaires que nous sommes sont déterminés à faire cesser ces pratiques, a fortiori alors que le climat social est particulièrement explosif, même si, nous le savons tous, il s'est apaisé. En effet, ce service dit UberPop crée une forme de concurrence déloyale, car il recourt à des particuliers qui ne payent pas de cotisations sociales, ne sont pas dans l'obligation d'acheter une licence, ce qui est préjudiciable pour eux-mêmes et déloyal à l'égard des conducteurs professionnels. Depuis le 1er janvier 2015, les textes légaux visent à interdire l'activité d'Uber, mais cette société cherche à outrepasser cette interdiction. Profitant de failles législatives, la société Uber a soulevé 2 questions prioritaires de constitutionnalité, dont l'une portant sur la régulation des tarifs. Cette société a également déposé 2 plaintes auprès de la Commission européenne. Le but évident de ces procédures est de gagner du temps pour installer la marque et assécher le vivier des taxis. Nous appelons les pouvoirs publics à tout faire pour que l'interdiction de l'application UberPop soit effective. Nous savons que le gouvernement a pris des mesures. Peut-être pouvez-vous nous donner des précisions, Monsieur le ministre,
Nous constatons qu'une telle interdiction a été possible dans d'autres pays, comme en Allemagne ou au Royaume-Uni. Notre amendement vise donc, si ce n'est pas à mettre fin à une situation insupportable pour la profession, au moins à envoyer un signal clair à cette société, et ne nous privons pas de le faire. Merci. Alors, l'avis de la commission, madame le rapporteur? Oui, Madame la Présidente, ma chère collègue, donc l'esprit de cet amendement que vous avez déjà déposé et dont on avait débattu en première lecture et qui avait été rejeté, vise en réalité les services comme UberPop, qui mettent en relation des passagers et des particuliers qui ne sont pas des chauffeurs professionnels. Cette activité est illégale et s'apparente à une activité de faux taxi. Malheureusement, comme je vous l'avais déjà indiqué en première lecture, la précision de cet ajout professionnel au titre de VTC ne changera rien à la difficulté. En effet, la loi prévoit déjà bien, dans le Code des transports, des compétences professionnelles pour les conducteurs de VTC. Il y a donc un problème, non pas dans la clarté de la loi, mais tout simplement dans l'application de la loi. Alors, il convient en outre d'attendre ce que fera la Cour de cassation et peut-être le Conseil constitutionnel sur la question préalable de constitutionnalité qui a été transmise au sujet de l'article de la loi Thévenoud qui interdit notamment de mettre en relation des particuliers avec des conducteurs qui ne seraient pas des professionnels. En attendant, il est toujours possible pour la police des transports, et plus que possible, d'appliquer la loi et de faire en sorte que l'on verbalise les conducteurs UberPop qui, donc là aussi, il faut respecter d'un côté la légalité, de l'autre côté l'illégalité. Merci, madame le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, je voulais peut-être préciser, après les événements de la semaine dernière, en effet, quelle est la politique du gouvernement en la matière et ce que nous comptons mettre en œuvre. D'abord, bien repréciser les choses. Vous l'avez mentionné, je vous le redis ici, UberPop est un service qui est illégal dans le sens où il a recours à une catégorie qui n'existe pas en droit positif, qui reconnaît les taxis ou les véhicules avec chauffeur. Donc UberPop, qui est une pratique de covoiturage détourné, n'est pas conforme au droit français. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet en effet de renforcement des contrôles. Nous avons fait plusieurs contrôles qui ont conduit d'ailleurs à des jugements qui ont reconnu cette illégalité et ont condamné d'ailleurs les dirigeants d'UberPop en leur demandant de se conformer à la loi. Et nous avons réitéré la semaine dernière notre souhait de précisément leur faire retirer l'application UberPop et que ce service donc soit stoppé. La centrale a été poursuivie, notamment pour pratiques commerciales trompeuses. Dès octobre 2014, Uber a été condamné et donc c'est la procédure d'appel qui a rendu, justement, par son caractère suspensif, a permis à Uber de continuer à opérer malgré ces jugements. Les chauffeurs sont systématiquement verbalisés et donc nous le faisons déjà. C'est pour ça que je vous redis qu'en droit positif, le L 3122-7 et 3122-8 du Code des transports dispose bien que les conducteurs des VTC sont des professionnels et donc votre amendement est satisfait par ces deux articles. Mais donc nous entendons bien ici faire appliquer la loi. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort en passant de 80 à 280 policiers pour effectuer les contrôles nécessaires afin de verbaliser les chauffeurs. Il n'en demeure pas moins que les violences que nous avons connues la semaine dernière sont absolument intolérables et inadmissibles. Elles feront d'ailleurs aussi l'objet de sanctions, puisqu'il ne convient pas de se faire justice soi-même, même dans le cas que nous avons évoqué. Enfin, je voudrais malgré tout que ce qui s'est passé la semaine dernière et les points que je viens de rappeler sur, en particulier, UberPop, ne nous conduisent pas à revenir en delà de ce qui a été établi par le droit, et donc à confondre Uber et UberPop. On ne doit pas revenir, compte tenu d'ailleurs du service qu'ils représentent et des emplois qu'ils ont créés, sur la création, sur les sociétés de véhicules avec chauffeur qui fournissent un service, lequel est encadré avec des conditions de formation et des conditions d'exercice de la profession. Donc je pense que cet équilibre qui a été trouvé est de nature à donner une place à chacun dans le droit. C'est pourquoi aussi, et en vertu de la volonté constamment réitérée par le gouvernement qu'il y ait un équilibre entre les différents professionnels et une égalité de traitement, j'aurai une position défavorable sur l'article 8, parce que nous avons, par les dispositions qui ont été prises par le gouvernement, rétabli justement des mesures d'équilibre en corrigeant la loi dite Thévenoud sur le monopole des taxis
dans les aéroports et en restaurant précisément les conditions qui sont de manière normale apposées au VTC en cas de prise en charge. Et donc, l'article 8 tel qu'il est rédigé, qui sort de votre commission spéciale, revient mettre un biais et donc revient sur notre souhait qui est d'avoir un parfait équilibre entre les VTC d'une part et les taxis d'autre part. Je voulais apporter ces éléments à la fois de contexte et puis de position générale du gouvernement pour dire que nous sommes favorables donc aux taxis et aux VTC dans un souci d'équilibre. Nous sommes favorables aux équilibres de la loi d'octobre 2014 telle que corrigée par le gouvernement qui venait rétablir un élément d'incohérence qui avait subsisté. Nous continuerons à sanctionner les pratiques illégales et nous avons renforcé le contrôle contre Burpop, mais nous ne souhaitons pas aller plus loin. Madame Didier. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, au vu des explications qui nous sont données compte tenu des derniers événements, sachant que notre amendement 88 porte sur Uberpop, je le retire. Bien. Alors, le 90, Monsieur Le Squarnec. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers Monsieur Le collègues. Squarnec, est-ce que je peux vous interrompre? Le président de la commission spéciale voulait prendre la parole et je ne l'avais pas vu. Merci 2 minutes, voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne veux pas allonger le débat sur la question VTC, taxi. Pour autant, j'ai du mal à vous suivre quand vous parlez d'équilibre. On est sur un secteur pour lequel on a le sentiment que le gouvernement, alors vous me direz que c'est le cas de tous les gouvernements, mais quand même, ne propose au Parlement de légiférer qu'à l'occasion des conflits et pour apaiser tel ou tel des lobbies. C'est le cas de tous les gouvernements, je viens de le dire à l'instant. Mais quand même, il y a 6 mois, une orientation avait été prise. 6 mois plus tard, on y revient. Vous nous parlez d'équilibre. Il ne faut pas nier une réalité dont tout le monde doit avoir conscience ici. C'est que dès lors que l'amendement sur le retour à la base, qui était une disposition de la loi Thévenoud, se trouve modifié sensiblement et qu'on y enlève la possibilité de rester dans un aéroport dès lors qu'il y a une réservation pour un client suivant, dès lors qu'on oblige le VTC à revenir à la base, on tue une partie de la profession. C'est le choix du gouvernement, c'est le choix de l'Assemblée, mais il faut être simplement lucide sur ce point particulier. Merci. Alors, Monsieur Le Squarnec, vous avez la parole. Je vous prie de m'excuser encore une fois. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement entend supprimer le 15e alinéa de cet article qui fait disparaître l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des conducteurs de voitures publiques. Je voudrais insister particulièrement sur le cas des chauffeurs de VTC, enfin ceci a été dit déjà, au vu de l'actualité brûlante de cette catégorie. La société Uberpop, pour ne pas la nommer, dont les dirigeants viennent d'ailleurs d'être mis en examen par la justice, réalise chaque année des milliards de dollars de bénéfices en passant allègrement outre le droit du travail, en précarisant continuellement les chauffeurs qu'ils embauchent et en institutionnalisant la fraude fiscale. Cette mise en application du libéralisme le plus sauvage a d'ailleurs conduit ces derniers jours aux violents affrontements que l'on sait. L'amendement que nous défendons vise à s'opposer à une remise en cause des garanties sociales des conducteurs, qui serait la conséquence directe d'une désaffiliation au régime général de sécurité sociale. Au-delà du fait que les finances du régime général pâtiraient encore davantage d'une diminution du nombre d'affiliés, il apparaît contradictoire de reprocher au régime de sécurité sociale des indépendants, le RSI, ces dysfonctionnements et d'exclure du régime général plus protecteur cette catégorie de chauffeurs. C'est pour ces raisons que nous vous invitons à voter cet amendement de suppression. Merci. Madame le rapporteur. Alors, mon cher collègue, la suppression à laquelle procède cet alinéa que vous remettez en cause est purement rédactionnelle. En effet, le statut du locataire taxi a été supprimé par la loi d'octobre 2014. Seuls subsistent les cas des coopératives, déjà prévus par le 13e alinéa de ce même article du Code de la sécurité sociale. Donc l'avis est un avis défavorable sur votre amendement. Gouvernement, même avis. Donc je mets aux voix l'amendement 90 avec 2 avis de... Oui, Monsieur Le Squarnec, il est retiré. Ouais. Je vais donc mettre aux voix l'article 8, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.
Voilà pour les discussions des sénateurs autour du projet de loi croissance, notamment autour des dispositions relatives à l'ouverture à la concurrence des transports. Vous avez pu entendre les craintes de certains sénateurs par rapport à l'ouverture à la concurrence du secteur des autocars. Ils craignent en effet que cela soit une concurrence déloyale pour le rail. Également, il y a eu des discussions d'actualité autour des VTC, autour notamment d'Uberpop. Vous avez pu entendre le sénateur Michel Lescornec qui a parlé à propos d'Uberpop, d'une société qui représente le visage du libéralisme le plus sauvage. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19 h pour 24 heures Sénat, le journal présenté par Delphine Girard depuis Lyon. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.